que c'est eux qui étaient venus un jour ici nous mettre au fer, sans nous demander notre permission. Alors, Vikaël, pour le téléspectateur et pour vos questions là-bas, quelle est la suite? La troisième ou la quatrième question? La troisième. Professeur, croyez-vous en une Afrique nouvelle? Si oui, pourquoi? Est-ce qu'il y aura un jour une Afrique nouvelle? Ou bien si les choses sont parties pour ne plus jamais changer? Dites-nous que ça ne sert pas de combattre, que la Ligue panafricaine ou Moja laisse seulement, que l'urgence panafricaniste laisse seulement, Africa Mat, tout ce monde laisse seulement. C'est parti pour ne plus changer. Ah, mais l'Afrique est déjà debout. Hein. Ah. C'est la douleur de l'enfantement maintenant. C'est-à-dire que vous savez qu'une femme enceinte, elle a mal, mais c'est parce que l'enfant va naître. L'Afrique est debout depuis que Cheikh Anta Diop et Théophile Obenga ont fait ce travail de titan. 72, avec le 74 avec le colloque du Caire. Parce qu'ils ont percé l'abcès. S'ils n'avaient pas percé cet abcès, nous n'aurions pas eu de possibilité de nous en sortir. L'Égypte serait restée une affaire métissée où les Noirs ne peuvent pas s'en sortir par eux-mêmes, où ils ont toujours besoin du maître pour faire quelque chose. Donc il y a un problème de psychologie mentale. En neurobiologie, on parle des sciences cognitives. C'est-à-dire, notre cerveau fonctionne comme un logiciel. Il est d'accord avec ce que vous lui donnez. Si votre logiciel, votre ordinateur n'a pas reçu des informations, il répond en fonction de ce qu'il a dans son contenu. Or, nous sommes allés à l'école étrangère et on nous a mis un contenu qui n'est pas le nôtre. Du coup, quand nous réfléchissons par rapport aux paramètres de ce contenu. Et les réponses que nous lui trouvons sont les réponses liées à ce contenu. Donc, avant même que nous ayons réfléchi, nous avons déjà des réponses toutes faites par rapport au contenu que notre cerveau a. Vous voyez donc, c'est pour ça qu'il faut déconnecter le cerveau de ce modèle. Et c'est ça l'objet de ces livres-là. C'est ça l'objet de Cheikh Anta Diop et de Théophile Obenga. Parce qu'en déconnectant notre cerveau de ces schèmes de pensée qui font arrimer le cerveau africain sur le cerveau du maître, nous sommes incapables de concevoir autre chose que ce que le maître a précisé et autre chose que ce que le maître a préparé en vue de notre propre colonisation et asservissement. Donc, du coup, ça a été préparé à dessein. Préparé à dessein, pensé. Nous sommes aujourd'hui comme l'esclave du 19e siècle. Nous sommes libres, mais nous disons, mais depuis ce temps, l'esclavage, on ira où encore? C'est ça l'élite. Hein? Notre élite, c'est que depuis qu'on est esclave, on nous libère aujourd'hui, mais on ira où encore? Il y a encore quoi à faire. Il y a encore quoi? Mieux on reste chez le maître. Ça, c'est clair. C'est la position ça, c'est du maître. Clair. Ça, c'est professeur, une réaction. Non, mais le changement, en réalité, il est irréversible. Quand on voit ce qui se passe ailleurs, c'est vrai qu'en regardant ce qui se passe autour de nous, on a l'impression que rien ne bouge. Qu'au contraire, on va vers une fatalité. Voilà. Mais la diaspora nous permet aussi d'avoir un autre curseur aujourd'hui. La diaspora, mais aussi certains autres pays où il y a vraiment une dynamique qui est engagée. Et donc, moi j'ai foi parce que il y a quelques années, nous quand on était étudiants, les ouvrages pertinents écrits par des Africains étaient rares. Et encore, aujourd'hui, dans tous les domaines, on a là quelques exemples d'ouvrages écrits par des Africains qui se sont déconnectés, qui se sont démarqués de la tutelle. Parce que le professeur est en train d'expliquer, c'est pas facile pour un Africain de se dégager de la tutelle du maître. Mais aujourd'hui, il y en a de plus en plus. Et plus le mouvement avance, plus l'adversaire devient aussi de plus en plus féroce. Donc, par rapport à cette férocité, à action, réaction, nous on fait des choses, eux aussi ils font, ils ne nous laissent pas tranquilles. Hein. Et ils ont un avantage sur nous dans le domaine de la science. Eux, ils ont des institutions financées par les gouvernements, etc. Alors que nous, généralement, ce sont des individus qui travaillent en ordre dispersé, ils n'ont pas le choix. Mais malgré ça, on avance. Et il y a des individus, il y a des associations, aujourd'hui de plus en plus dynamiques, que je me dis qu'on ne peut plus sous-estimer. Et l'adversaire le sait. Pour vous donner un exemple, il n'y a pas longtemps, au Collège de France, on a ouvert, comment ils ont appelé ça,
une discipline sur l'histoire ancienne de l'Afrique, dirigée par un historien, Fauvel-Aimard. Pendant longtemps, ils étaient tranquilles, ils n'avaient même plus besoin de ça. Mais au fur et à mesure qu'ils s'aperçoivent que les historiens africains montent au créneau pour expliquer l'histoire... Tout ce bouillonnement-là. Oui, ils expliquent l'histoire à leur manière. Je peux donner le cas de Klapopo, d'Ongala en RDC, je ne parle même pas des anciens. Donc, ils sont obligés de mener une contre-offensive. Et cette contre-offensive s'est traduite par la mise en place d'une chaire d'histoire ancienne pour essayer de contenir cette jeunesse qui arrive, donc qui est un peu en train de se... Ils perdent un peu de leur influence. Voilà. Et ça, c'est dans le domaine de la science, mais dans le domaine politique aussi, on parle tout à l'heure, on a parlé de Kémy Séba, et il y en a d'autres qui sont là en train de faire prendre conscience, d'interpeller la population, les dirigeants. Dans le domaine de la spiritualité aussi, il ne manque pas des gens aujourd'hui pour dire, voilà, il faut... Le professeur Omotunde, le professeur Kovi Gomez, le professeur Grégoire Diogo, et bien d'autres. Ce beau monde-là. Vous voyez qu'il y a du monde. C'est très, très, très fort. Et mesdames et messieurs, on a bien vu le président Emmanuel Macron obligé de faire venir à l'Élysée une certaine élite de la diaspora africaine comme pour contenir cette vague-là, comme pour dire en tout cas, la France a encore besoin de vous. Mais la vérité est que c'est plutôt l'Afrique, Maman Afrique, qui a besoin de nous. Toute la crème de l'intelligence africaine à travers le monde. Tous nous devons converger, revenir au chevet de notre continent à l'agonie pour, comme ça là, réveiller donc, ce géant noir afin que demain nous aussi, comme le professeur l'a dit ici, que la nouvelle Afrique, elle est en marche et c'est une marche irréversible. Nous y arriverons à condition que nous mettions tous la main dans la pâte. Le président a quelque chose à dire? Non, je voulais en fait juste parce que le professeur Mbok-Bassong a paraphrasé tout à l'heure le professeur Chiranta Diop qui disait justement à propos, mais c'est au-delà de la question de l'élite, c'est-à-dire que l'Africain d'aujourd'hui est comme cet esclave du 19e siècle qui, une fois libéré, ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. Oui, comme quelqu'un qui a passé 45 ans en prison, voilà. Il sort. Voilà. Après, dehors, il ne sait plus où aller. Tout a changé autour de lui. Il préfère rester esclave de maison, tranquille, parce qu'il a le confort, plutôt que d'aller, entre guillemets, à l'aventure. Mais en réalité, c'est véritablement une question de paradigme, c'est-à-dire que de la manière dont nous voyons les choses. Nous avons le choix entre le paradigme afrocentré, c'est-à-dire que voir l'Afrique, les intérêts de l'Afrique depuis l'Afrique, par les Africains, pour leurs intérêts, et le paradigme eurocentré. Donc on a le choix. Bon, on a, au-delà de l'élite africaine d'aujourd'hui, qui a été, comme dit le professeur Mbok-Bassong, battue sur le domaine de la science, sur le domaine de la spiritualité. On voit aujourd'hui comment, même sur le plan de franc CFA, comment nous tergiversons, nous n'arrivons pas à déterminer quel est notre intérêt, quel est l'intérêt de l'Afrique pour trancher ce problème. Nous sommes battus, bien sûr, sur le plan de la politique. Pensez qu'un pays comme les États-Unis, 54 États, quand ils vont discuter avec les Africains, c'est chaque État émietté. C'est 54 États africains qui se retrouvent face à un État, continent, qui est les États-Unis. La même chose pour l'Afrique. Comment vous voulez compter sur l'Afrique? Nous avons 54, s'il y a 54 États, 54 ambassades. Une seule ambassade des États-Unis, une seule ambassade de la Chine. L'Europe aujourd'hui, bon, même s'ils sont en train d'aller vers là, c'est-à-dire que c'est la question de l'unité politique. Donc, mais vraiment, ce que je voulais souligner, c'était cette question de paradigme. La vision, quelle vision nous avons des intérêts de l'Afrique? Est-ce que nous avons, comme dit le professeur Openga, est-ce que nous avons la capacité? Parce que vous voyez la dimension, il y a trois dimensions, la dimension politique, la dimension spirituelle et puis la dimension scientifique. La dimension politique, c'est quoi? C'est la capacité, notre capacité de décider de notre destin. À notre manière. Comme il dit, la décision, avoir la décision de dire voilà l'intérêt de l'Afrique et nous battons pour ces intérêts-là. Et malheureusement aujourd'hui, bon, c'est aussi l'affaire forcément de l'élite,
qui n'a pas cette vision, qui travaille pour l'instant dans le cadre du paradigme eurocentré, d'où tous les mots que nous pouvons avoir aujourd'hui sur le domaine de l'éducation, sur le domaine même de l'agriculture. On voit qu'aujourd'hui, par exemple, au Congo, nous importons même les œufs. Même des œufs. Nous importons même les œufs, nous importons l'Afrique importe tout. Voilà, donc quel est le modèle économique aujourd'hui de l'Afrique? Bon, ça c'est justement le professeur Mbok Bassong nous a donné la matière, nous a réellement donné les théories dont nous avons sur l'ensemble de ces domaines. Vraiment, j'invite, moi-même, je me suis déjà fait une religion du professeur Mbok Bassong parce que j'ai trouvé en lui, c'est pas un dépassement, mais en tout cas, le complément nécessaire par rapport aux travaux du professeur Chiranta Diop et Théophile Obenga. Et vraiment, j'invite la jeunesse africaine à s'imprégner de ce travail-là. Nous avons la chance, vraiment, et le bonheur de l'avoir avec nous aujourd'hui. Nombreux sont ceux qui ont rencontré le professeur Chiranta Diop, mais beaucoup aussi ne le connaissent que presque en rêve parce qu'ils n'ont pas eu le bonheur de le croiser. C'est une chance aujourd'hui pour des jeunes Congolais d'avoir le professeur Mbok Bassong qui est ici aujourd'hui en terre du Congo. Vraiment, ça serait bon. Le professeur a promis de revenir en février. Je pense que quand il sera là, on organisera vraiment des rencontres avec la jeunesse un peu plus grandiose, on va dire, avec l'aide et l'accompagnement de... Bien sûr, on va essayer de ratisser large alors pour que beaucoup plus de jeunes bénéficient, beaucoup plus de panafricanistes, mais au moment où nous chutons dans cette première partie de l'émission, nous disons que si jamais la bonne nouvelle se confirme que le professeur Mbok est avec nous au mois de février, ça veut dire qu'il va fêter avec nous le mois de l'histoire des Noirs ici au Congo. Donc Éminence Landi et toute son équipe, dont nous faisons partie d'ailleurs, devront prendre des responsabilités, planifier les choses de telle sorte que ça se passe avec lui ici et pour que nous puissions donc en bénéficier au maximum. Nous avions dit demain l'Afrique, donc avec le professeur Mbok Bassong qui est arrivé ici chez nous, comme pour ouvrir les yeux de tous ces Africains, ouvrir les yeux des panafricanistes, orienter donc la jeunesse africaine, sinon tous les Africains, pour que nous puissions comprendre que le combat est nôtre et que personne d'autre ne peut venir combattre à notre place. Le retour aux sources africaines s'impose à nous. Quels sont les chemins de la renaissance africaine? Et il faudrait bien que chacun de nous pense Afrique, parle Afrique et agisse Afrique pour que nous puissions nous démarquer des idées reçues, nous puissions nous démarquer du formatage et de tout ce qu'on a pu faire de nous par des siècles de colonisation, sinon d'esclavage. Donc, cette acculturation de l'Africain que nous sommes, nous devons y mettre fin en revenant au plein cœur de notre culture. Alors, professeur, c'est vrai qu'il y a des tas de questions encore chez Vikaël, mais on met une pause parce qu'il nous reste très peu de temps. Vikaël va prendre son mal en patience. Éminence Landi, le professeur va se plonger bientôt dans au moins 10 ou 15 minutes d'un message très important. Demain l'Afrique, il va nous faire un exposé comme ça là. Mais avant que lui n'intervienne, vous êtes ici, vous pilotez le programme Black History Month, le mois de l'histoire des Noirs. Dites-nous, c'est quoi cette histoire et quelle est votre question à l'endroit du professeur? Oui, quel commentaire? On vous le laisse 5 minutes. Merci beaucoup. Le mois de l'histoire des Noirs, c'est le Black History Month Africa. Et pour la première fois... Black History Month Africa. Parce qu'il y a déjà eu hors d'Afrique. Le Black History Month, voilà, qui existe depuis les années 70, de par le docteur Carter Woodson aux États-Unis, qui a compris que pendant un moment, aux États-Unis, les ouvrages scolaires ne parlaient pas de l'apport des Noirs aux États-Unis. Alors, il a pensé créer un mouvement ou encore une semaine qui parlait uniquement de l'apport des Noirs. Et après cela, dans l'année 76, ça a été reconnu officiellement. Et on a promulgué le mois, tout un mois, qu'on a dédié de parler de l'apport des Noirs aux États-Unis, ce qui est devenu le Black History Month, qui est le mois de février. Donc, pour revenir un peu en arrière,
aux États-Unis, ça a commencé en 70. Au Royaume-Uni, ils ont pris en 75. Et au Canada, ça a pris c'est en 1995 qu'ils ont commencé. Cela fait déjà 20 ans. Et par rapport à nous, les Africains, personnellement, nous ne parlons pas de notre histoire. Nous ne reconnaissons pas ce que nous sommes exactement, notre identité culturelle ou historique. C'est sûr que nous ignorions encore notre propre histoire. On ignore d'où est-ce qu'on vient d'abord. Or, pour savoir d'où est-ce que tu vas, il faudrait d'abord connaître d'où est-ce que tu viens. Alors, nous avions pensé avec Madame Mélina Seymour, qui est la coordonnatrice du concept Black History Month Africa, de pouvoir lancer pour la première édition en Afrique. Nous serons reliés avec 10 pays en Afrique qui allons commémorer l'histoire des Africains par les Africains eux-mêmes et ici en Afrique. Oui, mais est-ce que c'est aussi ça que déplorait Vikaël? Est-ce que vous avez apporté l'information? Est-ce que vous avez communiqué à tous les panafricanistes? Nous sommes en train de communiquer à tous les panafricanistes. Mais est-ce que vous avez vu le très dynamique président de la Ligue panafricaniste? Évidemment, nous en profitons par le biais de ce plateau. Parce que quand vous laissez des poids lourds du combat panafricain, vous venez avec un événement comme ça, il y aura des difficultés. Il faut que vous toquiez à toutes les portes pour que tous ceux qui sont des leaders du panafricanisme, de quelles que soient les couleurs, puissent se rassembler, fédérer les énergies. Bien évidemment, maître Alexis Bongo, l'avocat défenseur. L'avocat défenseur de l'Afrique. Nous sommes là pour apporter cette information parce que, entre-temps, personne n'était au courant de cet événement. Donc, nous avions en profité pour le passage du professeur Bambassang et par ce plateau pour informer à tous les Congolais, informer à tous les Africains qui suivent cette émission, de parler du Black History Month Africa, qui est un événement non pas seulement pour les Africains ou pour les panafricanistes, mais pour toute l'Afrique. C'est très important pour nous de pouvoir parler de notre identité, de nos origines. Très important, mais nous aimerions aussi, puisqu'on est là, qu'on saisisse déjà la balle au bon, puisque la Ligue nous permet de voir le professeur de visu et de l'avoir ici, mais nous le prenons comme l'invité d'honneur, ou encore l'un des invités d'honneur du Black History Month ici au Congo-Brazzaville, au mois de février 2020. Nous avions eu à contacter le professeur Bambassang, qui nous a déjà reçus favorablement. D'accord. Et quand il dit qu'il revient en février, évidemment, il revient en tant que parrain officiel, l'un des parrains officiels du Black History Month ici au Congo-Brazzaville. D'accord. Allez-vous, nous vous recevrons dans une prochaine émission pour que nous regardions au niveau du Congo-Brazzaville comment ça se passe. Alors, professeur, pourquoi vous acceptez de revenir à Brazzaville pour un tel événement? Quel apport, quelle importance? Pourquoi vous avez dit oui à ces jeunes-là? Est-ce que ça sert? Est-ce que ça sert à quelque chose aux Africains que nous sommes de revisiter notre histoire? Oui, parce que il faut qu'à chaque occasion, nous tirions la locomotive. Parce que souvent, nous avons des thèmes alléchants, mais souvent, il manque un contenu agressif. Agressif, c'est-à-dire qui interpelle les enjeux planétaires. Nous devons prendre la direction du monde, sans que cela prête à sourire. Cela signifie deux choses. Avoir conscience que nous sommes les premiers sur cette terre des hommes. Donc s'il y a une divinité ou des dieux, il s'agit bien des Africains. Parce que nous n'avons pas souvent conscience de cette haute responsabilité, être premier sur cette terre des hommes. Être premier sur cette terre des hommes signifie prendre conscience que nous avons tout donné à l'humanité et que cette humanité s'est révoltée et s'est mise à jouer contre nous, leurs pères, contre nous qui leur avons tout donné. Et de ce point de vue, nous devons réapporter la démonstration que ce sont non seulement nos enfants, mais qui ont eu la prétention de conduire le monde vers une impasse, en prétendant conduire le monde vers le bonheur. C'est cette double approche-là qui doit nous interpeller. Premièrement, avoir conscience que c'est nous qui leur avons tout donné. Deuxièmement, avoir conscience qu'ils ont perdu le sens de l'histoire, faute de santé mentale. L'Occident n'est pas capable d'apporter l'harmonie dans le monde. Cette théorie de la croissance, toutes ces fumeuses théories ont pour objectif d'accroître la pauvreté, de dominer, de diviser,
de mettre en esclavage sous d'autres formes. Ce n'est pas un projet humain ce qu'ils ont. Et c'est parce que c'est nous qui sommes porteurs du projet humain qu'il faut réhabiliter non seulement la pensée africaine, mais donner comme axe de réflexion, prendre la direction du monde. Et si nous entendons prendre la direction du monde, nous devons rassembler les matériaux qui pourraient nous permettre de la prendre. Comme disait Serge Mbungu, reprenons les commandes. Alors, Éminence Landi, est-ce qu'une dernière question, parce que là, nous allons laisser le champ libre au professeur pour que de manière pédagogique, il puisse nous instruire ceux qui nous suivent, instruire toute l'Afrique sur demain l'Afrique. Est-ce qu'il y a une autre question, un commentaire et tout ça? Le seul commentaire, c'est d'inviter toute la jeunesse congolaise, pour ne pas dire la jeunesse africaine, de se ruer à cet événement qui se tiendra du 1er au 29 février, ici au Congo-Brazzaville. Donc tous ceux qui veulent y participer, ils doivent s'annoncer déjà, doivent venir mettre la main dans la pâte quant à l'organisation. Évidemment, c'est un partage. C'est un partage. Nous demandons le soutien de tous. Oui, mais à quel numéro? Pour ceux qui veulent prendre le temps, on peut vous joindre à quel numéro? Pour nous joindre, c'est très simple. Il faut seulement appeler au 05 700 59 16 ou au numéro de l'émission qui s'affiche à l'écran. Nous allons les réorienter vers vous. 05 700 59 16. C'est le numéro personnel du représentant Africa Mundo et Black History Month Africa. Super. Alors, cela dit, professeur, au moment où vous vous préparez là, par respect pour les téléspectateurs, on a posé 3 de leurs questions. 3 déjà, oui. Bon, une 4e et dernière, parce qu'il y en a une centaine. Une 4e et dernière question de ceux qui nous suivent. Après, le professeur va entrer dans sa leçon du jour. Alors, 4e question, Vikaël, c'est quoi déjà? Professeur, lesquelles sont les plus importantes entre les panafricanistes scientifiques, politiques et spirituels? Voilà. Quels sont les panafricanistes les plus importants? Parce que la bataille est rude. Les spirituels disent que c'est nous. La Renaissance africaine passe par nous. Les politiques disent que c'est plutôt nous. Et les scientifiques disent non du tout. Si vous voulez que l'Afrique se relève, regardez-nous les scientifiques. Alors vous-même dites-nous, quels sont ces panafricanistes les plus importants entre les politiques, les scientifiques et les spirituels? Le Sphinx Obenga a tranché. Théophile Obenga. Toutes ces phases-là sont importantes les unes par rapport aux autres et doivent se compléter. Il est très difficile de dire que c'est les spirituels, c'est les scientifiques ou les autres. Non, il s'agit d'une totalité. C'est-à-dire que la complexité du monde veut que nous prenions en charge le cœur du problème, mais aussi tous les détails. Parce que l'un ne peut pas aller sans l'autre. Il est très difficile de trancher cette question. Alors, cela dit, mesdames et messieurs, le débat est clos. Ils sont tous importants, tels que nous sommes là. Les panafricanistes, tous nous sommes importants. C'est-à-dire l'Afrique a besoin de nous tous. L'Afrique a besoin de toutes ses filles, de tous ses fils qui sont en Afrique. L'Afrique de l'intérieur et l'Afrique d'ailleurs, de l'extérieur, de la diaspora, partout où nous sommes. Voilà pourquoi ce message ne s'adresse pas qu'aux Africains qui sont ici. Tous où ils sont, même de notre force, la plus grande partie de notre force viendra des nôtres qui sont de la diaspora et loin d'ici, maintenant qu'ils sont en train de se battre pour ce grand retour, cet exode qui arrive de manière historique et bouleversante. Nous devons donc tous nous considérer les uns les autres. Les uns sont scientifiques, d'autres spirituels, d'autres politiques, mais comme le président l'avait dit ici, tous concourent à la même dynamique pour atteindre le même objectif. Alors, cela dit, professeur, au moins 15 minutes vous sont données, sinon 20, sinon 30, parce que c'est ça qui va faire l'Afrique de demain. Que dites-vous? Quel est ce message spécial quant à la Renaissance africaine? Demain, l'Afrique. Instruisez-nous, instruisez ceux qui nous suivent, instruisez la postérité, parce que ça va être archivé. Pour prendre la direction du monde, il faut savoir où on a chuté. On ne peut pas se lever et avoir la prétention de battre l'Occident ou l'Asie sur leur propre terrain si on ne sait pas soi-même où se trouvent ses plaies.
nous avons 3 plaies fondamentales. La première plaie, c'est d'avoir perdu le sens que nous donnions à la religion africaine. Face aux autres qui étaient conquérants, le monde arabe, islamique en particulier, le monde chrétien occidental, nous pensions que la tolérance religieuse était de l'ordre du vécu pour tous les peuples. Parce que l'Afrique est par essence une Afrique de tolérance, j'allais dire même de pacification de l'existence. Nous avons eu en face de nous une férocité arabe, une férocité blanche qui n'est pas achevée. Certains d'entre nous sont encore en esclavage dans le monde arabe. Certains d'entre nous souffrent encore aux États-Unis et en Asie de la marginalisation définitive, voire de leur extermination programmée. Si vous avez lu les travaux de Runoko Rashidi, vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Vu sous cet angle, nous devons reconstruire une machine à mettre en difficulté ces religions. Nos petites spiritualités ne peuvent pas résister. Parce que partout dans nos villages, on retrouve désormais une église, une mosquée. Ils sont en chantier partout en Afrique, avec des milliards de francs CFA. Nous ne pouvons pas résister à l'avalanche, parce qu'eux, ils préparent le 21e siècle en leur faveur, le 22e siècle aussi. Pendant ce temps, le monde asiatique que l'on croyait somnolent est en train de se réveiller de la manière la plus magistrale, sans compter le monde indien. Et souvenez-vous, à côté, il y a toujours le monde juif. Il y a un grave péril dans l'Afrique ancestrale, surtout que ce sont nos propres frères qui construisent maintenant les églises en prétendant faire plaisir à Dieu. Ils se font bonne conscience en construisant avec l'argent de leur poche. Je ne dis pas l'argent du peuple africain, l'argent de leur propre poche pour aider le monde occidental à nous recoloniser, pour aider le monde arabe à nous recoloniser. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Vu ainsi, et sous cet angle, et c'est là peut-être la grande erreur des panafricanistes qui ont le sentiment que ça donne à toutes les religions, c'est une bonne chose. C'est là peut-être la grande erreur d'avoir la prétention d'aider ceux qui hier nous ont mis en difficulté et qui n'ont pas le temps de nous faire croire qu'un jour ils nous laisseront tranquilles. Ça veut dire que nous devons mettre en marche une religion de grande reconquête. Pas une reconquête au sens occidental du terme avec pour objectif de les mettre en esclavage comme ils ont fait avec nous, mais pour imposer à l'humanité de demain la vraie religion qui réconcilierait les humains entre eux. C'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est la science. L'Occident fait une science qui n'a pas conscience que cette planète-là est à la dérive. Ou à tout le moins, l'Occident fait une science qui arrange ses intérêts de domination, quitte à ce que cette planète disparaisse. Ça veut dire que l'Occident ne se place pas en responsable de l'humanité, non. L'Occident se place en responsable prédateur de tout ce qui pourrait permettre à ce que ses intérêts puissent prospérer. Du coup, nous sommes de nouveau interpellés. La science africaine, dont l'enjeu c'était le bonheur pour tous et les équilibres écosystémiques pour tous, cette science-là, africaine, doit renaître. Elle doit reprendre en charge la santé basse du modèle cartésien dont l'illusion est la prétention de dominer au sens de Descartes. C'est la deuxième perspective que nous devons avoir. Pour la faire, nous ne pouvons pas la faire dans le cadre du modèle cartésien, ce n'est pas possible. Il nous faut réactualiser sa pensée fondatrice, remettre en charge les droits pénal, droit constitutionnel. Vous savez très bien qu'en Afrique, il n'y avait pas de prison. L'Empire du Mali, qui avait 300-500 millions d'habitants, n'avait aucune prison. Mais depuis que l'Afrique a les États indépendants, 20 millions d'habitants, 4 millions d'habitants, les prisons sont pleines. Donc il y a le droit pénal, le droit constitutionnel, le droit administratif, le droit des affaires. Il faut reprendre ça.
En économie, il faut faire la théorie des marchés, la théorie du budget, la théorie de la croissance endogène, la théorie de la régulation. Tout est à faire. Pas que la monnaie. Vous ne pouvez pas faire une monnaie sans les théories qui doivent accompagner la monnaie. Vous ne pouvez pas faire la monnaie si vous ne savez pas réguler vos sociétés. Et faire la monnaie en l'état actuel des choses, c'est donner du grain à moudre à nos responsables politiques qui, une fois de plus, en feraient leur affaire à eux, pas l'affaire de tout le monde. On ne peut pas faire une monnaie sans système politique viable, sans système économique viable, sans système éducationnel viable, sans système initiatique viable. Dans l'Afrique ancestrale, les rois ne pouvaient pas voler parce que c'était le modèle initiatique qui les contraignait. On ne peut pas contraindre un Africain ou un chef d'État ou à défaut les nouveaux Africains en prêtant serment sur la Bible ou sur le Coran. C'est une utopie mentale. Il nous faut dans nos Sénats, dans nos assemblées nationales, des chambres d'initiés où on viendrait prêter serment afin que plus personne ne prenne un rond ou un radis. Ça signifie que j'ai embrayé la partie institutionnelle. Les institutions politiques, vous ne pouvez pas vous en passer. Le modèle de l'État-nation hérité de l'Occident, c'est un modèle qui structure la pauvreté, qui alimente et amplifie l'individualisme, qui contraint ou divisé pour régner de toutes les tribus qui naguère étaient ensemble, par les liens de la coopération et de l'entraide. Aujourd'hui, c'est la déchirure partout. Les ethnies s'affrontent. Quand elles ne s'affrontent pas au nom de leurs ethnicités, elles s'affrontent au nom des catégories mentales des religions venues d'ailleurs. Aujourd'hui, l'Occident a exporté dans notre continent des guerres de religion qui naguère formulaient sa présence dans les croisades. En Occident, il n'y a plus ça là-bas. C'est chez nous qu'il y a chrétiens contre musulmans. On a vu ça partout. À RCA en particulier, c'est la dernière actualité. Mais cela nous guette partout parce qu'ils plantent ces églises et leurs mosquées partout. Ça veut dire que nous préparons, sans nous en rendre compte, les guerres religieuses de demain jusque dans nos villages. Voilà. Voilà le travail que nous devons faire. Il ne suffit pas simplement de venir parler de l'histoire de l'Afrique et de l'esclavage. On ne peut plus continuer à faire des colloques uniquement sur l'idée que l'Afrique, le développement, quel développement? Si nous ne posons pas l'objectif de prendre la direction du monde, nous perdons beaucoup de temps. Et c'est précisément pour cette raison que nous devons revenir à cette marque, prendre la direction du monde. Waouh, c'est dit de manière magistrale, c'est clair, net et précis. Sauf que on peut comprendre sans comprendre, mesdames et messieurs. On peut dire j'ai compris sans avoir compris. D'où nous allons demander le secours du président de la Ligue panafricaine, du professeur qui accompagne l'éminent professeur Mbok Bassong ici, pour qu'il y ait un complément d'information, pour que ça puisse, nous puissions mieux comprendre le message qui nous est donné. Sauf qu'avant que nous ne leur laissions le champ libre, professeur, de votre plume, nous avons esthétique de l'art africain. En 2 mots. Alors, dans ce livre, je montrais que l'artiste africain travaille avec le paradigme de l'univers. Vous voyez sur la photo un masque et vous voyez une spirale dans le masque. L'artiste africain n'est pas comme l'artiste occidental. L'artiste occidental travaille dans ce que je pourrais appeler la brume des idées. L'artiste africain reproduit l'ordre du monde tel que la nature le lui a donné à faire. C'est-à-dire que nous portons le paradigme. C'est pour ça que nous sommes les premiers sur cette terre des hommes. Tout ce que l'artiste fait, même dans la danse, nous reproduisons les catégories organisationnelles de l'ordre du monde. Même dans la danse? Toutes les danses africaines sont organisées en 3 temps. D'accord. On aura le temps de... Voilà. De toute façon, on vous aura ici encore en février. Voilà. Alors, nous lisons encore. Nous lisons encore les fondements de l'état de droit en Afrique
précoloniale, les fondements de l'état de droit en Afrique précoloniale. J'ai titré ce livre ainsi parce que il y a beaucoup d'Africains qui estiment que l'état de droit est occidental. Vous voyez, c'est-à-dire on allait jusqu'à nous faire croire que nous, on n'avait pas d'état de droit. Parce que la prétention était de croire que quand on dit état de droit, c'est l'état moderne, c'est le positivisme occidental. En précisant les fondements de l'état de droit en Afrique précoloniale, j'ai bien voulu manifester que l'Afrique précoloniale avait non seulement des états de droit, mais avait le seul droit susceptible de convenir à l'humanité. Voilà le projet de ce livre. Magnifique, professeur. La théorie du droit en Afrique, c'est un peu la même chose, la théorie du droit en Afrique. La théorie du droit vient compléter l'autre livre. Parce que modéliser, quand on modélise, quand on veut faire une théorie, ce n'est pas exactement la même chose lorsqu'on attaque des problèmes de rhétorique et des travaux de recherche en général. La théorie modélise. C'est-à-dire, je montre mathématiquement comment ça a été organisé. Parce qu'il ne faut pas croire que ça a été fait au hasard. Le monde est mathématique. Si vous lisez ceux qui ont travaillé sur l'univers méta mathématique et tous les grands savants qui travaillent sur le nombre d'or, vous verrez. Donc, il s'agissait de montrer en quoi le droit répond à la norme qui a fondé le droit divin. Il s'agit du droit divin. La théorie politique africaine, la théorie politique africaine, comme si nous pouvons avoir une théorie politique. Nous avons la seule... Historicité, modélisation et refondation du concept de panafricanisme. Voilà. La théorie politique africaine. C'est pas trop posé, professeur? Non, nous sommes les maîtres du monde. C'est parce que nous n'avons même pas conscience. C'est-à-dire que vous voyez, l'Occident nous a mis dans une attitude mentale où nous avons le sentiment que nous ne pouvons même pas écrire des choses souhaitables. Ah non, nous, la théorie, la seule politique valable, hein, c'est-à-dire que si nous voulons reconstruire l'humanité sur des bases nouvelles, saines, justes pour tout le monde, il faut revenir à la théorie politique africaine. Parce que nos ancêtres fondaient le fédéralisme africain sur la base des ethnies, chaque ethnie ayant le droit de parler. On appelle ça la palabre africaine. Hein. Dans tous nos villages, il y avait la palabre africaine, c'est le fondement de la théorie politique africaine. C'est pourquoi nous entendons aujourd'hui parler de l'arbre à palabre. Alors, professeur, au lieu de rester sur ces champs-là, vous osez parler de la méthode, de la philosophie africaine, comme s'il existait une philosophie africaine, alors que de tout temps, à l'école, on nous apprend que les philosophes, c'est les ancêtres des autres. J'ai écrit ce livre à la suite du livre de Théophile Obenga sur la philosophie africaine de l'époque pharaonique. Mais ici, ce que je voulais montrer, c'était l'enjeu de la méthode. Pourquoi nos parents avaient toujours coutume de citer, de dire le proverbe avant d'engager une conversation? Ça, c'est vrai. Oui, parce que le proverbe avait pour objectif de ne pas tromper les autres. Tout le monde se fait une idée du proverbe et chacun va voir en quoi ton développement correspond à cette idée. Et nous en rendons compte quand il y a des dots, quand il y a des palabres en famille. Les anciens ont toujours des proverbes compliqués pour nous les jeunes. Là. Voilà. Mais l'Occident ne dit pas a priori une vérité. Hein. Chacun peut écrire ce qu'il veut et après dire qu'il a fait la philosophie. Regardez très bien, quand Kant écrit, Hegel vous dit que la violence est motrice de l'histoire. Bon, donc c'est la violence qui fait l'histoire. Aristote vous dit qu'il y a des peuples nés pour être esclaves. Donc nous, on est nés pour être esclaves. Si vous lisez Arthur de Gobineau, vous allez voir l'inégalité des races. On vous écrit des volumes pour expliquer une chose fausse. C'est pour dire que le modèle occidental de la philosophie, c'est un modèle de ruse. Des gens écrivent pour tromper la vigilance des autres. Et entre eux, ils se permettent de créer des modèles d'accès à la connaissance qui n'ont rien d'universel, de rationnel. En Afrique, on ne trompe personne. L'ordre de l'univers est posé. Les ancêtres ont dit que. Es-tu capable de dire une chose qui soit sérieuse et conforme à ce que l'ordre de l'univers et ce que les ancêtres ont dit est sérieux? Et vous remarquez, ceux qui s'en sortent dans tous nos villages, c'est ceux qui ont eu la capacité rhétorique de rendre compte de la vérité première et de la rendre conforme à la vérité seconde.
Nous sommes les maîtres de la philosophie. Vous ne pouvez pas faire une philosophie si vous ne connaissez pas l'ordre du monde. Comment allez-vous faire? Vous ne savez pas ce que la nature a décidé pour vous. Donc vous voulez penser plus que la nature qui vous a donné naissance? Voilà l'enjeu. C'est une manière comme une autre, mesdames et messieurs, de dire que le docteur Landry Nombo, qui arrive toujours sur ce plateau, comme pour parler de la philosophie africaine, comme pour dire que l'Afrique est la source même de la philosophie, a donc pleinement raison. 5 minutes pour atterrir. Professeur, nous allons vous laisser aux mains de ces quatre. Peut-être qu'ils ont des questions à vous poser, mais est-ce que vous-même, vous avez encore un petit quelque chose à nous dire? Ou on passe à leurs questions? Ah non, je pense qu'ils auront des contributions. Ça m'étonnerait qu'ils aient des questions, puisque à force d'être avec eux, les questions, j'imagine qu'elles sont compliquées. Mais Vikaël, il y a une quatrième, une cinquième question. Deux questions. Oui, la première, quelle est la tenue appropriée pour nous les panafricanistes? Comment devons-nous nous habiller? Parce qu'il y a une guerre. Quand on voit certains en costume cravate, ah non, trahison. Alors, professeur, dites-nous. Je vais vous dire, chez les Asiatiques, il y a ce qu'on appelle la stratégie de l'invisible. Plus un Japonais en costume, plus il est dangereux. C'est-à-dire que si vous le voyez... La stratégie de l'invisible. De l'invisible. Si vous le voyez ressembler à un blanc dans le vestimentaire, c'est qu'il est en conquête. C'est qu'il est en train de chercher à trouver quelque chose. C'est pour ça que l'enjeu, ce n'est pas qu'on soit habillé uniquement. L'enjeu, c'est la philosophie que nous portons quand nous mettons en place un système vestimentaire. Nous pouvons être extrêmement heureux de porter un vêtement. Mais encore faudrait-il que nous soyons capables d'expliquer rationnellement ce que les signaux qui sont... Parce que ça ne sert à rien de porter pour porter. Il y a des signes dans tous ces vêtements, des cassures, des brisures de symétrie, etc. Si nous ne sommes pas capables de les expliquer, allons-nous nous permettre d'être en train de pavoiser parce qu'on a mis uniquement un vêtement africain? Non. L'enjeu, c'est de mettre un vêtement pour encourager ceux qui nous font le textile, mais en plus pour entrer en combat. Donc ce combat doit être rationnel et non intuitif, c'est-à-dire on s'habille parce qu'on veut porter comme les ancêtres. Non? Vous venez là de résoudre une équation à plusieurs inconnus, professeur, parce que au niveau de l'urgence panafricaniste au Congo-Brazzaville, explosion au cours d'une réunion, il faudrait sur ce que l'on doit porter, mais nous retenons, il y a aussi la stratégie de l'invisible. Un Japonais en costume cravate est beaucoup plus dangereux compte tenu traditionnel japonais. Voilà. Deuxième question. La toute dernière est celle-ci. Parlez-nous en 2 mots du professeur Théophile Obenga, professeur. Oh là là. Comment peut-on parler en 2 mots? En 2 mots d'une sommité. Oh mon Dieu. Moi, je l'appelle le Sphinx. C'est les 2 mots. Le Sphinx. Parce que c'est comme le Sphinx de Gizeh. C'est le gardien du temple. Vous voulez encore que je dise quoi d'autre? Son itinéraire, c'est époustouflant. Je ne fais même pas le 100e. Si vous lisez son itinéraire, ça fait peur. Normalement, il devrait être pour nous comme les Jésus, les Mohamed. C'est-à-dire que chaque entité de Pelus, c'est des monstres cosmiques. Ils arrivent chaque 2 siècles, hein, parce que vous ne pouvez pas sortir d'un modèle dont la NAS avait été posée par l'Occident et venir en 1974, figurez-vous, déclarer à tous les savants du monde le défi de dire que l'Égypte est pharaonique. Il fallait être un monstre cosmique. C'était une folie. C'est une folie. Pas seulement, il faut être envoyé. Envoyé. C'est un peu comme l'arrivée de Mahomet ou bien l'arrivée de Bouddha. C'est clair, exact. C'est l'arrivée de Bouddha. Ce sont des Bouddhas. Attention, donc quand vous me dites en 2 mots, oui, c'est le Sphinx, ce sont des Bouddhas. C'est autant dire, mesdames et messieurs, que nous avons bien fait de créer, dédier comme ça toute une émission à l'éminent et émérite professeur Théophile Obenga, hein, parce que c'est un Sphinx, hein, c'est un Bouddha, c'est un Jésus, c'est un Mahomet, et l'Afrique n'en aura pas un autre comme ça là avant 2 siècles. Hein, donc tout est dit dans le résumé qu'a fait de l'homme le professeur Mbok Bassang sur ce plateau, le Sphinx. Alors, dites-nous,
Éminence Landi, professeur, président, on est à l'atterrissage. Si vous étiez accordé 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, que diriez-vous? Ben écoutez, moi je dirais ce que le professeur Mbok Bassong vient de faire tout à l'heure. Il nous a dit quels sont les lieux de nos défaites et il nous a dit donc ce qu'il faut faire pour que nous redevenions les maîtres du monde, puisque nous l'avons déjà été. Ce que je voudrais dire aux jeunes Congolais de la nation Congo avec K, nous avons dans la tradition Congo ce qu'on appelle les Makukuma Tatu. Makukuma Tatu, c'est-à-dire que c'est Ntsaku, Mpanzu et Nzinga. C'est exactement ce que le professeur est en train de dire, c'est-à-dire que Ntsaku, c'est la dimension spirituelle. Mpanzu, c'est la dimension scientifique, et Nzinga, c'est la dimension politique. Donc ce qu'il a dit, la dimension spirituelle, les institutions, la dimension politique, la dimension scientifique, nous retrouvons ça dans nos traditions. Donc on peut, pour ceux qui sont dans cette tradition, rentrer aisément et bien comprendre par là l'œuvre, modestement, et puis surtout la portée de ce que le professeur Mbok Bassong est en train de nous livrer comme message. Nous aurions dû informer, mesdames et messieurs, le professeur Roland Moukson, qui fait du Congo la capitale mondiale des mathématiques. En tout cas, il est venu comme ça en bon négro, corriger Newton, barrer la copie de Newton, barrer la copie de Einstein lui-même, comme pour dire que 90% des mathématiques enseignées dans toutes les universités du monde sont fausses. Et lui, il vient trouver le nœud du problème. En tout cas, professeur, on va s'arranger avant que vous ne décolliez, qu'on l'amène vers vous pour qu'il puisse un peu délivrer ça de la même manière que nous l'avions emmené chez le professeur Théophile Obenga, présenter ses travaux. Ça peut toujours servir à réveiller cette Afrique qui dort là, parce que sans le pouvoir scientifique, nous ne pourrons certainement rien. Alors, professeur, si vous étiez accordé 10 secondes, 15 secondes. 10 secondes, c'est un peu difficile, mais voilà. Vous savez, il y a une phrase qu'on attribue à Aimé Césaire qui dit que le chemin le plus court pour aller vers la modernité est celui qui passe par l'approfondissement du passé. Donc, ça veut dire que l'histoire est une dimension essentielle dans le processus de formation des groupes humains. En France, par exemple, l'enseignement de l'histoire est un enjeu essentiel. Tout le monde participe, tout le monde doit dire ce qui doit être enseigné. Il n'y a que chez nous où ce sont des questions secondaires. On pense que ce n'est qu'une discipline universitaire comme une autre. Alors, nous, à Brazzaville, depuis l'année dernière, nous avons pris l'engagement avec d'autres d'essayer de vulgariser un peu la connaissance de l'histoire de l'Afrique, à travers notamment la connaissance, l'apprentissage de la langue égyptienne et de tous les autres aspects liés à notre passé. Voilà. Donc j'invite la jeunesse africaine, la jeunesse congolaise présente ici à Brazzaville de prendre attache avec nous pour essayer de faire vivre un peu ce milieu. Très bien. Donc tous nous devons revisiter l'Égypte, réapprendre notre écriture d'antan. Et nous autres qui avions perdu espoir, croyant qu'on ne pouvait plus lire ces hiéroglyphes, on ne pouvait plus les étudier. Eh bien, c'est une bonne occasion pour que nous nous inscrivions, qu'on vienne apprendre. Ça va nous ouvrir les yeux sur ce pan caché de notre histoire passée. Alors, professeur, vous avez délivré Demain l'Afrique. Nous étions là comme pour vous essorer. On a essayé de le faire un temps soit peu. C'est l'atterrissage. Si vous étiez accordé 1 minute pour conclure, que diriez-vous? Avant que nous nous remettions la main sur vous en février 2020. Nous sommes les maîtres du monde. Il ne faut jamais que nous l'oublions. Il ne faut jamais oublier que nous sommes les premiers sur cette terre, l'alpha, et nous serons l'oméga. Voilà la conclusion. Nous sommes les maîtres du monde, nous autres Africains, nous autres Noirs. Nous étions l'alpha et nous sommes l'oméga. Nous sommes l'alpha et l'oméga. Évidemment, quel autre atterrissage possible pourrait être mieux que ça? C'est dit avec les mots qu'il faut. C'était comme ça là. Demain l'Afrique, avec le professeur, l'éminent professeur Mbok Bassong, venu droit du Cameroun pour nous ouvrir les yeux ici. Heureusement que la Ligue panafricaine Umoja l'a comme ça là invité chez nous. Eh bien,
nous avons partagé ce grand savoir pour que notre génération et les générations futures puissent comme ça là s'assembler, se réunir et fonctionner pour le réveil du géant noir. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup une fois de plus.